Merci à tous. Quelques petits mots donc d'accueil dans cette académie, donc dans ce bâtiment de l'Académie d'agriculture qui existe depuis très très longtemps, mais qui a été officiellement pris le nom en 1761, comme vient de l'expliquer le secrétaire perpétuel. Et donc cette académie, elle regroupe 120 membres titulaires, 180 correspondants, 60 correspondants à l'étranger qui sont en relation avec nous sans arrêt. Nous avions une réunion tout à l'heure de la section élevage, nous avions notre collègue de Thaïlande qui nous a fait un exposé, etc. en direct. Voilà, donc nous utilisons un peu les moyens modernes et nous disposons également donc d'un fonds documentaire, c'est-à-dire qu'une bibliothèque est au-dessus, classée par la Fondation du patrimoine. Nous avons un fonds documentaire de 30 000 ouvrages actuellement, dont déjà 57 sont antérieurs à 1700. Nous avons 8000 ouvrages, brochures, etc. Tout ça, c'est consultable sur Gallica ou alors sur rendez-vous avec notre confrère bénévole bibliothécaire qui est chargé du fonds documentaire. C'est consultable. Et donc, parmi les ouvrages, il y en a un que je vais vous commenter un petit peu, qui est ici, qui concerne Rosa Bonheur. Alors, ce livre, je vais vous l'expliquer, vous allez voir pourquoi. En 1856, le long des Champs-Élysées, il y avait le Palais de l'Industrie, qui était le salon des expositions entre le Petit Palais et la place de la Concorde. Pour ceux qui y vont tous les jours à la cantine, c'est là où il y a le pavillon Le Doyen actuellement. Donc, c'était un énorme hall de concours sur plusieurs étages et qui, en 1956, a regroupé bon nombre d'animaux des races françaises, mais également des races étrangères. Il y avait des animaux de Hongrie, de toute l'Europe, etc. Et donc, ces animaux ont été photographiés par celui qu'on a appelé Nadar Jeune, qui, sous le nom de Adrien Tournachon. Donc, ces photos ont été faites animal par animal. Et ensuite, un dénommé Baudement, professeur à l'Institut agronomique de Versailles à l'époque, a distribué ces photos à 5 dessinateurs ou graveurs, dont Rosa Bonheur, dont Isidore Bonheur, dont Mélin, etc. Et ça a fait l'objet d'un ouvrage qui est ici. Il y a 3 ouvrages, en fait. Je vous en ai sorti un. Il y a 87 planches qui sont ainsi gravées. L'animal est non plus photographié, mais dans son contexte régional, dans sa région d'origine. Donc là, vous en avez plusieurs qui sont dessinés par Rosa Bonheur, notamment les animaux de Hongrie, etc., à partir des photos. Et tout ça, c'est disponible sur un autre livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, je vais vous donner quelques infos. Alors, vous êtes ici, bien sûr, parmi les membres de l'Académie d'agriculture, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de travailler dans les étages supérieurs, mais au moins tous ceux qui, ce matin, ont été réunis dans la section élevage, donc concernés par les races animales, dont fait partie Benoît Denis et moi-même. Donc, vous êtes membre de l'Association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture, vous êtes membre de la Société d'ethnozootechnie, vous êtes représentant médaillé du mérite agricole de Paris, Michel Jean-Jean, ici présent, en est le président. Vous êtes membre des Amis de Rosa Bonheur, Madame Eliane Foulquier, ici présente, nous a bien aidé également pour organiser non seulement l'exposition, d'après ce que j'ai pu, mais aussi nous trouver un peu des places supplémentaires pour la visite. Vous êtes membre également de l'Académie de la viande et puis de la Fédération des musées d'agriculture dont je suis le président. Alors, très rapidement, nous avons organisé 2 groupes de visite à 12h30 et à 14h15. Je vous ai évité de faire la grande queue que vous voyez ici et grâce à l'amabilité de Christophe Leribaud, qui est le président du musée d'Orsay, non seulement nous avons accès gratuitement au musée et à la visite, mais également nous avons une visite par conférencier. Donc le rendez-vous très précis pour les 2 groupes qui sont déjà constitués, c'est 12h30 ou 14h15 devant la porte B que vous voyez là, c'est facile à rappeler, Bonheur, Rosa Bonheur, B comme Bonheur, c'est la porte B, donc soyez bien à 12h30 ou à 14h15 suivant votre groupe. S'il y a des désistements, dites-le moi parce que j'ai encore quelques personnes sur la liste d'attente. Donc rendez-vous derrière le cheval, face à la scène, porte B, 12h30 ou 14h15. Alors, maintenant, professeur Bernard Denis. Donc Bernard a été vétérinaire, a commencé sa carrière à l'école vétérinaire d'Alfort, dans la chaire de zootechnie,
puis a été le professeur titulaire de la chaire de zootechnie à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Il a toujours été dans la zootechnie. C'est un grand spécialiste de toute la diversité animale, des races spécialisées, des races rustiques, des races laitières, des races de travail, etc. Donc aussi bien pour la France que pour l'étranger, quelles que soient les espèces, y compris le chien, puisque c'est un spécialiste international des races de chiens, et il est reconnu pour cela. Alors, si je vous présente deux ouvrages, ce sont ces deux derniers ouvrages. Celui de gauche, « Les vaches ont une histoire », c'est justement l'histoire de ce livre de Bodement, l'explication de toute cette histoire des races en 1856 jusqu'à nos jours. Mais vous avez là, à chaque fois dans ce livre, Les vaches ont une histoire, qui est publié il y a 3 ans à peu près 3 ans. Donc souvent, vous avez la photo de Nadar et la gravure par un des graveurs que je vous ai cité tout à l'heure. Donc ça, c'était un de ses ouvrages. Et le dernier, surtout, celui qui est sorti l'année dernière, Les races d'animaux domestiques en France, et c'est la Bible, hein, c'est le dernier en date. Sur 400 pages, vous pouvez visiter 650 races françaises qui vous montrent donc toute la diversité que nous avons en France, la richesse que nous avons en France, sur toutes ces petites races locales, mais également les grandes races. Voilà, donc voilà la diversité que nous a expliqué Bernard Denis à travers ses ouvrages. Et donc, Bernard est membre, bien sûr, de l'Académie d'agriculture, il est membre de la Société d'ethnozootechnie, il est membre de la Fédération du musée de l'agriculture, il est membre des Amis de Rosa Bonheur, et donc c'est lui un des spécialistes des races à travers Rosa Bonheur. Et c'est ce qu'il va expliquer maintenant, donc pendant jusqu'à 12h15, on a 1h, 1h05 à peu près, pour être le premier groupe puisse sortir à 12h15 pour être à 12h30 à l'endroit que je vous ai indiqué, il y a 300 mètres, hein, et en plus on a commandé le soleil. Alors, le premier groupe sortira, mais ceux qui veulent poser des questions ensuite à Bernard Denis, ou s'il n'a pas fini, on pourra continuer un petit peu après pour enchaîner, mais de toute manière, le deuxième groupe a rendez-vous à 2h15, toujours devant la porte B. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Alors je disais donc, chers consoeurs et confrères, chers amis, mesdames, messieurs, je suis intéressé par Rosa Bonheur depuis longtemps. Au départ, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, de ce qu'il est convenu d'appeler mon maître, le professeur Terret. Mais c'est surtout en 1997, lorsque s'est tenue une exposition sur Rosa Bonheur à Barbizon, à l'Auberge Gann, au Daesh Museum aux États-Unis et à Bordeaux, que j'ai plongé dans l'œuvre de Rosa Bonheur par quelqu'un qui est co-signataire de ce que je fais aujourd'hui, qui est Olivier Fanica. Alors on m'avait demandé à l'époque de rédiger un article pour le catalogue de l'exposition. Alors c'est d'ailleurs la couverture de ce catalogue de 97 que vous avez sous les yeux. Et l'article s'intitulait déjà « Intérêt scientifique de l'œuvre de Rosa Bonheur ». Alors à l'époque, oui, j'ai travaillé avec à peu près une soixantaine de photocopies noir et blanc de mauvaise qualité des œuvres de Rosa Bonheur qui m'avaient été transmises par le conservateur du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Alors quand on voit ce qu'il est possible de faire avec Internet, bon, je ne vais pas vanter Internet, les avantages on les connaît, les inconvénients aussi. Intérêt scientifique de l'œuvre de Rosa Bonheur. Le titre plus exact serait « Regard zootechnique sur l'œuvre de Rosa Bonheur ». Qu'est-ce qu'un zootechnicien peut dire quand il est en présence d'une toile de Rosa Bonheur? Bon, il se trouve que zootechnie, en dehors des milieux de l'académie notamment, ça ne veut plus forcément dire grand-chose. Alors bon, scientifique, ça parle plus. Alors, vous avez beaucoup entendu parler de Rosa Bonheur au cours de l'année écoulée, mais vous avez remarqué que c'est avant tout la personne qui a retenu l'attention, et cela se justifie très largement. La peinture était paradoxalement un petit peu secondaire. La plupart du temps, on se contentait dans les médias d'en saluer la grande qualité, l'intérêt, etc. Mais ce qu'il y avait dans la peinture, était, de manière détaillée au moins, était rarement abordé. Pourtant, dans le cas de Rosa Bonheur et d'autres peintres, on peut y voir beaucoup de choses, et notamment dans un contexte scientifique.
Alors, j'ai souvenir d'avoir participé il y a peut-être 5 ou 6 ans déjà maintenant au château de Fontainebleau à ce qui s'était appelé visite à 2 voies. J'avais été invité, c'était passé par la centrale canine, par une conservatrice et avait été retenu une quinzaine de toiles ou de sculptures représentant des chiens. Alors la visite à 2 voies, c'est que d'une part, vous avez la conservatrice qui disait tout ce qu'elle savait sur ce que l'on voyait, et puis ensuite, il y avait le zootechnicien de service qui, lui, s'exprimait. C'est tout à fait de cette manière qu'il conviendrait de procéder, aussi bien lors de visites d'exposition que de livres consacrés. Mais c'est extrêmement rare qu'il y ait des commentaires précis sur le contenu de l'œuvre. Alors, pour justifier l'intérêt de Rosa Bonheur, avant qu'on ne rentre dans le détail, je me citerai Paul Cézanne, qui, à la fin du XIXe siècle, alors que l'impressionnisme faisait de plus en plus parler de lui et que la mode de la peinture animalière commençait à s'estomper, face au labourage nivernais, toile des plus célèbres parmi celles de Rosa Bonheur, a dit « c'est horriblement ressemblant ». Cette expression résume tout. Résume d'une part la raison pour laquelle les peintures animalières sont passées de mode et résume également à contrario la raison pour laquelle il est possible de s'intéresser scientifiquement à Rosa Bonheur, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas des peintures impressionnistes, même si on apprécie tous ici, bien sûr, l'impressionnisme, mais pour d'autres raisons. Alors, nous allons nous poser une première question. Lorsqu'on est en présence d'une toile représentant des animaux, le zootechnicien se demande est-ce que l'auteur a travaillé sérieusement, c'est-à-dire d'après nature, ou est-ce qu'il a en partie ou totalement inventé ce qu'il a représenté? Eh bien, le zootechnicien, je ne parle pas de moi, c'est en général, dispose d'arguments qui ne sont pas à la portée, bien sûr, de tout le monde. Ils disposent quelquefois de trucs. Alors, je vais vous proposer 3 exemples. Donc, on n'est pas encore dans Rosa Bonheur, là. Voici une toile parmi les plus célèbres de Bruegel l'Ancien, qui s'appelle « Le retour du troupeau ». Eh bien, il y a au moins 3 choses qui font dire que le peintre n'a pas travaillé après des études approfondies. Disons déjà que les proportions des animaux sont un peu discutables, mais ce n'est pas le plus intéressant. Autre élément important chez les bovins, le cornage. Toutes les vaches, on le voit surtout sur les 3 vaches au premier plan, lorsque le cornage figure en ce qu'on appelle en lyre haute, c'est une représentation conventionnelle. Par contre, lorsque vous avez sur un animal une corne, enfin la moitié d'une corne qui va dans un sens et l'autre corne qui va dans l'autre, eh bien là, vous pouvez dire que le peintre a représenté ce qu'il a vu. Premier critère. Autre critère relatif à la coloration de la robe. La vache au premier plan, bon, c'est une vache pie noire, mais les taches noires ont été disposées un peu au hasard, et celle qui est sur la cuisse, disons, n'est pas tout à fait conforme à... Il y a peu de chances quand même de voir exactement ça. Sur la gauche, vous avez une vache qui est de couleur fauve à peu près uniforme, mais avec la tête blanche. Et vous remarquerez qu'à l'extrémité de la tête, donc le mufle est totalement coloré. Avoir une tête blanche et un mufle totalement coloré, je ne dis pas que c'est formellement impossible, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Au total, cette toile est superbe, et elle mérite d'être admirée, mais le peintre a quand même, dans une assez large mesure, travaillé par lui-même. Voici une toile qui fait partie des collections permanentes du Louvre, que j'ai découverte, c'est récent, c'est au mois de juin l'an dernier. Alors c'est une toile, j'ai plus, excusez-moi, en tête le nom du peintre, c'est une toile évidemment hollando-flamande, superbe, un relais de chasse. Si vous voyez le cheval au milieu, on ne sait pas trop comment appeler cette robe, est-ce que c'est une robe que je qualifierais de sable, pour ne pas dire Isabelle,
Mais surtout, vous voyez que la croupe est complètement badigeonnée de noir. Eh bien, c'est tout simplement une robe qui n'existe pas. Alors, donc, c'est beau, on ne va pas dire le contraire, la toile est superbe, mais le peintre a quand même un peu inventé ce qu'il a représenté. Alors là, ça devient plus subtil. Ça, c'est un dessin, bon, il n'est pas dans le Baudement, c'est dans un autre livre. C'est une gravure qui a été faite à partir d'un dessin d'Isidore Bonheur, qui est censé représenter la race charolaise, avec 2 L à l'époque. Eh bien, les personnes qui connaissent bien les races bovines, et la charolaise en particulier, diront que ces animaux ont un squelette particulièrement fin, et diront par ailleurs que le bassin est représenté horizontal et la queue est, comme disent les zootechniciens, noyée entre les ischions. 2 caractéristiques qui ne se rencontrent absolument pas dans la race charolaise, dont les atouts jusqu'à présent, parce que c'est en train de changer, étaient un squelette grossier lié à un poids important à l'état adulte, donc à une forte vitesse de croissance. Bon, c'est plus trop ce qu'on recherche aujourd'hui. Et en plus de ça, chez la charolaise et dans d'autres animaux de la même famille, le bassin était incliné avec la queue tendant un petit peu à ressortir. Bon, c'était 3 exemples. Je dois dire que Rosa Bonheur ne peut absolument pas être prise en défaut. Les raisons sont un sens de l'observation, une mémoire très importante, un travail sur le terrain, bon, on connaît, ça a été largement raconté dans le courant de la dernière année, et là, on dispose d'une quantité très importante de carnets qui ont été couverts donc de dessins, de carnets d'études. Il y en a qui sont reproduits dans le catalogue cette année. En voici un autre. Bon, Rosa Bonheur n'a pas hésité non plus à utiliser la photographie, je ne sais pas trop à partir de quelle époque, mais quand elle s'était servie d'une photo pour faire une toile, la photographie était complètement métamorphosée, hein, c'était vraiment autre chose. Donc, impossible de la prendre en défaut, c'est le horriblement ressemblant de Cézanne. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, on va voir un certain nombre d'espèces et puis quelques toiles assorties de quelques commentaires minimum ou plus détaillés. Et ensuite, il y aura une rubrique dans laquelle je vous présenterai quelques toiles plus diversifiées, dans laquelle il y a des animaux de races différentes. Dernier point, avant qu'on se mette au travail, donc je me limite aux races françaises ou très connues en France, présentes et très connues en France, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce qu'elle a fait, notamment en Écosse, en Angleterre. Alors commençons par les bovins, et je vais passer rapidement sur la race salaire, comme on dit en Auvergne, qui n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne l'allure générale et la couleur de la robe. Donc, elle est très, très connue aujourd'hui. On la voit sous robe fauve rouge. Alors, à l'époque, le blanc n'avait pas été complètement éliminé. On le voit sur la ligne du dessous. Sa présence à l'extrémité de la queue est normale. Je suis en train de... Oui, c'est pas tout à fait sûr, on en parlera sur la suivante. Donc la salaire était déjà décrite comme telle au XVIIIe siècle et sans doute déjà avant. Voici une toile connue qui représente un attelage de vaches. Bon, c'est pas l'idéal pour les vaches d'être attelées, pas l'idéal pour la production laitière, mais enfin, à une certaine époque, toutes les races étaient utilisées à triple fin, il n'y a pas de problème. Alors c'est un... Donc, c'est du charbon de bois là, qui est transporté. Alors, vous remarquez au premier plan une vache salaire, telle qu'on l'imagine. La vache qui est au second plan a une particularité, le mufle est noir. Et on va retrouver sur cette toile très célèbre du château de Fontainebleau, alors il s'agit d'attelage, enfin, de bœufs cette fois, et vous retrouvez au premier plan également un animal ayant une robe très fortement charbonnée.
Et vous lui retrouvez le mufle noir et avec un liseré de décoloration autour du mufle. Bon, la race salaire, géographiquement, cohabitait avec la race d'Aubrac, qui est une race qui se porte très bien aujourd'hui, qui se développe de manière très étonnante. Il se trouve, c'est une particularité, qu'il n'y a pas eu beaucoup de mélange, c'est-à-dire de croisement entre la race d'Aubrac et la race salaire, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Alors cela dit, des croisements, il y en avait tout de même. Et justement, cet animal avec le mufle noir est un croisement salaire-Aubrac que Rosa Bonheur avait observé et représenté. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que Rosa Bonheur n'était pas forcément toujours à l'aise avec les personnages. Elle était totalement douée pour les animaux. Les personnages, il y a quelquefois à dire, notamment le vacher, là, des proportions sur lesquelles on pourrait discuter. Alors voici une photo que j'ai eu l'occasion de faire il y a longtemps. C'était dans la région de Châlons-sur-Marne à l'époque où sont développés les jeunes bovins de Champagne. Bon, c'est passé de mode, hein, les jeunes bovins avec la pulpe déshydratée, ça n'a pas tenu trop longtemps. Mais j'ai eu l'occasion de la faire alors qu'un lot important de jeunes bovins maigres salaires venait d'arriver. Et il y avait dans le groupe, justement, cet animal qui est lui, un croisement, donc salaire-Aubrac. Alors, nous sommes en Auvergne, toujours. J'ai oublié de dire, mais c'était sous-entendu, que Rosa Bonheur a fait plusieurs voyages en France, dans différentes régions, puis elle s'est déplacée également à l'étranger. L'Auvergne lui était particulièrement chère. Alors, voici l'autre race auvergnate, mais représentée avant la standardisation, avant qu'il y ait une certaine uniformisation du côté du pelage. Alors, il s'agit de la race ferrandaise, hein, qui est une race à faible effectif, mais qui doit sa sauvegarde notamment à Laurent Havon, hein, dont le frère est présent aujourd'hui. Et à l'époque, vous voyez qu'il y avait de la diversité de pelage avant qu'il y ait une sélection pour homogénéiser un peu plus les animaux. Alors voilà, c'est vraiment un spectacle que Rosa a vu et étudié. Là, on change de région. Inutile de dire que si on n'identifie pas directement les animaux, c'est le vacher qui montre de quelle région il est. Nous sommes dans les Landes et il s'agit d'une race qui avait presque disparu, qui était la race landaise. Alors la particularité des Landes, avant que la forêt ne se développe sous Napoléon III, la forêt qui a bien souffert cette année, était une région où on trouvait encore des animaux en liberté. Il y avait à l'époque de Rosa Bonheur donc des troupeaux de bovins qui étaient en liberté. Bon, aujourd'hui, il ne subsiste plus en liberté que la bétizou dans le Pays basque, du côté espagnol et moins du côté français. Alors, cette race existe encore aujourd'hui sous le nom de race marine landaise. Et cette photo a été faite il y a quelques années lors d'un voyage de la Société d'ethnozootechnie dans un grand château bordelais appartenant à la famille de Rothschild. Il se trouve qu'il y avait quelques dizaines d'hectares de forêt du Médoc dans ce château qui ne pouvaient pas être utilisés pour y planter des vignes. Et le propriétaire aidait le Conservatoire d'Aquitaine à la sauvegarde de cette race qui avait failli disparaître et qui aujourd'hui est à renaître. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent la race bazadaise, qui tire son nom de la ville de Bazas, admireront cette peinture de Rosa Bonheur, qui est vraiment encore conforme à l'idée qu'on se fait de la race bazadaise aujourd'hui. La race bazadaise était déjà au XIXe siècle très réputée pour la production de la viande. Elle avait même été appelée la Durham du Midi. Donc le Durham, je vous en dirai quelques mots dans un instant. Voilà une très belle peinture. Alors cette race bazadaise n'est pas à effectif important, mais elle est réputée. Alors, je disais que Rosa Bonheur a été très attachée à l'Auvergne. Elle a été également très attachée aux Pyrénées. Et elle s'est déplacée sur plusieurs régions des Pyrénées.
Voici une peinture qui vous représente, ça la diagnose est facile, ce qui était appelé il y a encore pas très longtemps la blonde des Pyrénées, mais qui elle-même résultait de la fusion d'un certain nombre de variétés. Et il s'agit ici de la variété béarnaise, qui a été notamment très réputée pour la production de ces veaux, sous-entendu de veaux de boucherie, veaux de boucherie au pis. Alors, la race béarnaise a vu, comme beaucoup de races locales, ses effectifs s'effondrer, mais elle est repartie. Elle a même fait l'objet d'un livre et de 2 éditions consacrées spécifiquement à la race béarnaise ces dernières années. Alors, elle était caractérisée aussi par un cornage bien développé, pour ne pas dire un cornage exubérant. On va en avoir un aperçu sur une photo cette fois, prise il y a quelques années, d'un cornage en lyre très évasé et développé. On n'est pas loin du fameux cornage exubérant des zootechniciens. Alors là, il s'agit d'une aquarelle, donc évidemment la qualité n'est pas tout à fait la même. On est dans le sud-ouest, on n'est plus vraiment dans les Pyrénées, on est éventuellement dans le Piémont pyrénéen peut-être. Et il s'agit de la race gasconne, mais de la race gasconne des plaines, qui était connue jusqu'à il n'y a pas très longtemps sous le nom de gasconne à muqueuse aréolée. Alors on ne voit pas les muqueuses aréolées dans la région anovulvaire, mais par contre on voit le mufle noir. Donc vous voyez, des animaux qui donnent l'impression d'être tout blancs, le muflet noir c'est autre chose. Et c'est la Gasconne des plaines avait fini par fusionner avec la Gasconne des montagnes pour donner la race Gasconne tout court. Et elle a rené, il y a eu une nouvelle naissance il y a déjà un certain temps maintenant, en reprenant son nom de Mirandaise. C'est sous ce nom qu'elle s'appelle à l'époque. Alors Gasconne des plaines, ou à muqueuse aréolée, ou mirandaise, que Rosa Bonheur a représenté à l'époque. Les effectifs étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Alors là, on change complètement de région, on remonte vers le nord. Rosa Bonheur est allée en Bretagne. Elle n'a pas représenté beaucoup de bretonnes pie-noires, mais en voici quand même un exemple. Par contre, elle a représenté d'autres animaux de Bretagne. Alors là aussi, c'est une aquarelle faite assez rapidement, mais où on identifie sans difficulté l'animal. Alors voici ce qui est identifié comme étant un attelage de bœufs nantais partenais. Alors je n'entre pas dans l'histoire de la race partenaise qui a récupéré un certain nombre de variétés, dont la nantaise, la maraîchine, etc. Alors, je serais tenté de dire, s'il faut trancher entre les deux, qu'il s'agit plus de nantaise que de partenaise, parce que la nantaise était particulièrement réputée pour l'attelage, pour le travail. Alors, s'il y a des puristes parmi vous, spécialistes de la race nantaise, ils diront « Ah oui, mais là, ça ne va pas. Le pourtour des oreilles est noir. » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les éleveurs de nantaise, parce que c'est une race qui a retrouvé son autonomie, comme la maraîchine, attachent de l'importance au fait que les muqueuses soient aréolées, et notamment que le pourtour des oreilles soit clair. Alors, le rapport entre le fait d'avoir des aréoles dans la région anovulvaire et avoir le pourtour des oreilles clair au lieu d'être foncé est assez mystérieux. Je ne vous fournirai pas d'explication. C'est sans doute du côté de la génétique moléculaire qu'on trouvera un jour la réponse. Enfin, peu importe. En tout cas, voici donc une toile très concrète, pratique. Alors là, vous allez peut-être être étonné. Il s'agit de vaches normandes. Alors, pourquoi étonné? Parce qu'on pense tout de suite à la robe pie-rouge bringée. Eh bien, la normande n'a pas toujours eu des bringures, plus exactement, la totalité des animaux n'avaient pas de bringures. Ça, c'est attesté dans la littérature. Alors, par ailleurs, évidemment, on va dire qu'on ne trouve pas tout à fait le coup de poing entre les yeux, la tête concave de la normande, mais au XIXe siècle, le caractère ne s'était pas forcément imposé. Alors, vous avez au premier plan
ce que les Normands appellent la robe caille. Bon, évidemment, c'est une expression populaire, propre à la race. Et au second plan, plutôt la robe cotentine, même sans brinjure. Alors c'est intéressant d'avoir cette représentation de la normande avant, là aussi, que la standardisation ne se soit faite dans une direction. Bon, puis il y a eu le passage avec le Durham, c'est autre chose. Alors voici, moi, un dessin de Rosa Bonheur que j'aime beaucoup. Il est paru dans un petit livre au format poche consacré à la production laitière. J'ai plus l'auteur en tête, il date de 1856, qui vous représente le type flamand boulonnais. Alors une vache dont le grand public dirait qu'elle n'a que la peau et les os, hein, à 40 litres de lait par jour. Alors imaginez que produire 40 litres dans la journée en 1856, c'était une prouesse, hein, un éleveur de grandes compétences, maîtrisant les productions fourragères, etc. Alors ce dessin permet de dire qu'il y avait dans la race flamande, qui se porte très mal, qui continue de se porter très mal, un potentiel qui aurait permis d'en faire l'équivalent de la Holstein. Cela dit, on ne peut pas refaire l'histoire, hein, il s'est passé des choses qui en ont empêché. De toute façon, la flamande et la Holstein, c'est-à-dire la hollandaise à l'origine, faisaient partie aussi de la même grande famille. En tout cas, quand on voit cette vache, on ne peut pas ne pas penser à la Holstein. Donc Rosa Bonheur est là pour nous le rappeler. Alors là, race Durham, j'ai prononcé le nom tout à l'heure. Je n'ai volontairement pas mis de caricature du Durham, parce qu'au XIXe siècle, là, on voit des dessins assez étonnants représentant le Durham. Alors celui-ci est proche de la réalité. Proche, je ne dis pas que ça n'a pas été exagéré. Alors en deux mots, parce que le Durham, il y a possibilité de faire une conférence d'1 heure hein, là-dessus. En deux mots, à la suite des guerres de la Révolution et de l'Empire, l'agriculture et l'élevage en France n'étaient pas dans un très bon état. Et quand, avec la Restauration, on s'est préoccupé de se réintéresser donc aux productions agricoles, les nobles qui étaient exilés en Angleterre, notamment, sont revenus en France. Alors, ils n'avaient pas un bon souvenir, ils avaient une opinion assez limitée des intérêts de la Révolution, et ils ont pu constater sur place en Angleterre l'avance considérable que l'agriculture et l'élevage anglais avaient par rapport à la France. Alors, on a connu à ce moment-là une vague dite d'anglomanie, où il est apparu que si on voulait améliorer nos animaux, il fallait faire du croisement avec des races anglaises. Ça a commencé chez le cheval, avec le pur sang anglais. Ensuite, ça a été le cas des bovins, et il y a eu une entreprise officielle de la part des pouvoirs publics d'introduire du Durham, ou courte corne améliorée, un short horn improved, pour mettre des taureaux à disposition des éleveurs de manière à ce qu'ils croisent leur race avec le Durham. Alors, le Durham a fait beaucoup parler de lui jusque vers les années 1850-55, puis après sa mode est passée. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Rosa Bonheur ne s'y est pratiquement pas intéressée. Et j'ai... oui, excusez-moi, au passage là-dessus, vous voyez un animal extrêmement fin de squelette, vous voyez une tête très fine, ça, c'est pas consommable, hein. Les os, la tête, etc., c'est pas très intéressant pour la boucherie. Et en plus de ça, c'était des animaux hyper gras à l'époque. On s'intéressait à la graisse chez les bovins. Et vous avez notamment sur la croupe, donc une grande, ce qu'on appelle la boule de graisse aux ischions. Alors je disais que Rosa Bonheur, je n'ai trouvé chez elle qu'une seule représentation de Durham. C'est sur cette toile du peintre Dubuff qui représente Rosa Bonheur jeune. Et il était prévu au départ que Rosa Bonheur pose le coude sur un meuble, un guéridon ou autre. Et puis l'idée est venue de lui faire poser son coude sur un bovin. Eh bien, c'est un bovin Durham.
Et c'est bien sûr Rosa Bonheur elle-même qui s'est chargée de la peinture du bovin. Voilà, alors la fréquence du Durham chez Rosa Bonheur n'est pas liée à l'importance de la race qui a été considérable, même si on n'en est pas resté forcément grand-chose. On va passer, on change d'espèce, donc les moutons et chèvres. Alors, dans la première moitié du 19e siècle, et ça avait commencé au 18e, la grande race de moutons, c'était le mérinos, Mérinos de Rambouillet. Alors là, l'histoire du mérinos, c'est un autre thème. Bon, vous savez qu'on peut encore voir du mérinos de Rambouillet à Rambouillet, ne manquez pas. Alors cette photo vous représente l'animal idéal pour l'enseignement aux étudiants parce qu'il a de la laine partout, jusqu'aux onglons et jusqu'au bout du nez. Voilà, la fameuse toison d'or, le mouton à la toison d'or. Bon, alors on a voulu à une certaine époque, à l'époque napoléonienne, mettre du mérinos partout parce que le mouton c'était la bête à laine. Et puis un peu après, vers le milieu du 19e, il a fallu opérer une transformation vers la viande. Alors Rosa Bonheur a peint des mérinos. Alors voici en noir et blanc un tableau. L'animal le plus intéressant est celui qui est le plus en arrière-fond, hein. C'est donc une brebis mérinos. Mais vous avez également un bélier mérinos à gauche. Vous remarquerez que la laine n'est pas aussi envahissante qu'elle ne l'était sur notre mérinos de Rambouillet. Alors quant à la brebis qui est couchée et qui est avec son agneau, là, c'est un animal issu de croisement. Alors voici une toile connue de Rosa Bonheur qui a été faite à la suite d'une commande de l'impératrice Eugénie. Elle voulait que Rosa Bonheur fasse un tableau de moutons au bord de la mer. Alors ce sont des moutons très fortement mérinisés. Bon, ce ne sont pas des Îles-de-France, je sais bien, mais on peut y penser, mais non, ce sont quand même des mérinos. Alors là, vous retrouvez un petit peu le type de toison qu'on a déjà vu. Ce que j'ajouterais, c'est que cette toile est une composition. Simplement, la probabilité que Rosa Bonheur ait pu observer des mérinos au bord de la mer me paraît extrêmement faible. Ça n'enlève rien à l'intérêt de la peinture, et encore une fois, c'était une commande. Alors là, une autre toile de Rosa Bonheur, qui a été appelée le parc à moutons, qui rejoint dans la manière dont les animaux ont été représentés d'autres peintures. Je pense à Charles Jacques notamment, il y a Constant Troyon aussi, représentant des moutons d'Île-de-France, et notamment du sud de l'Île-de-France. Et au milieu du 19e siècle, les moutons, bien que mérinisés, sont représentés, beaucoup d'entre eux, de cette manière, c'est-à-dire des animaux assez grands, assez plats, moutons un petit peu de type marcheur. Et c'est assez étonnant parce que le mérinos de Rambouillet, là j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, était quand même plutôt enfin pas très grand, je ne dirais pas qu'il est de petite taille, et plutôt bien conformé. Alors là, c'est quand même pas la conformation à laquelle on s'attend. Alors il est possible, mais je mets ça au conditionnel, qu'il s'agisse de croisements avec les races anglaises au moment où on voulait reconvertir la bête à laine en bête à viande, mais les races anglaises apportaient notamment de la forme, et la forme, on ne la voit pas. Eh bien, il y a quand même une question, moi, je n'ai pas la réponse, sur la raison pour laquelle Rosa Bonheur et d'autres personnes ont représenté, vers le milieu du 19e siècle, des animaux dans le bassin parisien, à coup sûr mérinisés, qui ressemblent à ceux-là. Donc, on n'a pas forcément la réponse, mais en tout cas, c'est intéressant que la toile de Rosa permette de poser la question. Alors là, on change complètement de type d'animaux. Vous avez cette fois un mouton commun, regardez la toison, et il s'agit du mouton des Landes de Bretagne. Je signale que la peinture originale est exposée actuellement à Rennes, à l'écomusée du Pays de Rennes ou écomusée de la Bintinée, où il y a une exposition sur les races anciennes de Bretagne que je vous conseille, si vous passez par là-bas, vivement d'aller voir. C'est une très belle exposition.
Alors, le mouton des Landes de Bretagne, il n'a pas grand-chose pour lui. C'est vraiment le mouton tel qu'on se l'imagine, hein. Vous voyez la toison ouverte, assez longue. Alors, tête blanche, profil en principe rectiligne ou très légèrement convexe. Et il y avait des animaux noirs. Alors, voici une autre peinture de Rosa Bonheur qui représente également des moutons de ce pays. Alors, le mouton des Landes de Bretagne, il se trouve que je suis largement à l'origine de sa redécouverte en 1986, non pas en Bretagne centrale, mais en Brière. Et depuis, quand il a été retrouvé, enfin là c'est un autre sujet, mais quand il a été retrouvé, il subsistait 60 animaux. Et aujourd'hui, le nombre de brebis reproductrices en race Landes de Bretagne est supérieur à 3000. Il y a un effet identité, un retour aux races locales, etc. Alors, le mouton, là, il est représenté sous couleur noire, sous couleur blanche. Bon, il ne faut pas que j'en dise plus, parce que alors là, on va voir pour 2 heures de conférence. Ça, ce sont des moutons, évidemment, qu'on qualifie tout de suite de moutons d'Ouessant. Cette toile est présente, je crois, au château de By, dans l'atelier de Rosa Bonheur. Alors, le mouton d'Ouessant, vraisemblablement, ne dérive pas uniquement de moutons de l'île d'Ouessant. Cela dit, il y avait des moutons particulièrement petits, bien sûr, à l'île d'Ouessant. Mais on a fait également du mouton d'Ouessant avec des moutons des grèves et des îles, c'est-à-dire à partir des moutons les plus petits de la population ovine bretonne. Enfin, la souche initiale, c'est le mouton des Landes. Et les moutons des Landes, qui étaient les plus petits, ont donné naissance au mouton d'Ouessant, qui est bien connu et qui se porte plutôt très bien aujourd'hui, mais pas directement dans un contexte agricole. Alors là, on change de région. Nous sommes dans le Massif central et voici ce à quoi pouvait ressembler à l'époque de Rosa Bonheur le mouton des Bizets. Alors, il n'est pas tout à fait conforme aux standards actuels. Il y a eu la standardisation est passée par là. On peut voir une photo, d'ailleurs, prise il y a quelques années. Alors, la standardisation, en l'occurrence, c'était des histoires de couleurs de robe qui ne sont pas directement, c'est le moins qu'on puisse dire, en relation avec le potentiel zootechnique des animaux. Mais enfin, on recherche maintenant, vous voyez, des balsanes ou les chaussettes blanches, si on veut, aux membres postérieurs seulement. Et puis, enfin là, donc c'est un témoin de l'évolution d'une race. Alors, autre région, je vous le disais tout à l'heure à propos des moutons, où Rosa Bonheur a beaucoup travaillé, les Pyrénées. Alors, voici un dessin au départ de Rosa Bonheur qui représente les petites et grandes races des Pyrénées. Alors, que voit-on là-dessus? On voit déjà que tous les animaux ont des cornes, y compris, j'anticipe un peu sur la suite, des brebis. Cela dit, tous les animaux des races des Pyrénées ne sont pas munis de cornes, mais il y en a beaucoup. Alors vous avez par ailleurs des animaux sur la droite qui ont un profil ultra convexe, qui sont très bombés. Eh bien précisément, les grandes races des Pyrénées sont plutôt à l'ouest des Pyrénées et ont ce profil ultra convexe. Et quand on se déplace vers la droite, vers l'Ariège, vers le Roussillon, enfin les Pyrénées, pas atlantiques, oui, pardon, oui, c'est ça. Le profil est plus rectiligne. Alors, on dispose de peintures en dehors de ce dessin. Alors, ça, c'est en noir et blanc. Mais voici un tableau de Rosa Bonheur qui représente une femelle de race basquaise. Alors, vous allez me dire, femelle, elle a un cornage quand même particulièrement développé. Ben oui, alors également une toison avec des mèches extrêmement longues, toison jarreuse, toison grossière. Enfin, le mot grossier en zootechnie n'a aucune connotation péjorative, hein. Ça a rapport avec un type de qualité de la toison en l'occurrence ou des animaux, et quelquefois même, ça peut même être une qualité d'ailleurs. Eh bien voici une photo, la race basquaise n'existe plus et la fusionnée, excusez-moi, la précédente, n'était pas la basquaise, c'était, je pense, plutôt la béarnaise, excusez-moi.
Enfin, ça ne change pas grand-chose. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il existe une race... Bon, je vois qu'il y a des protestations dans la salle, donc je ne peux que présenter mes excuses. J'ai parlé un peu vite. Voilà. Bon. Donc voilà une photo de la race basco-béarnaise qui, elle, résulte de la fusion des deux. Vous lui trouvez le penage ultra-convexe, vous lui retrouvez cette toison avec des mèches assez longues, et puis un cornage qui est bel et bien un cornage de brebis et non pas un cornage de bélier. Alors, au plan mondial, il y a un certain nombre de races où les mâles et les femelles sont armés, et on en a en France. Plus souvent, seuls les béliers sont armés et pas les brebis. Et puis, dans les races améliorées, les cornes ont souvent disparu. Alors, il y a deux toiles représentant un berger des Pyrénées. Alors là, on est cette fois dans la partie orientale des Pyrénées. Vous voyez que les animaux n'ont pas le profil convexe de tout à l'heure, n'ont pas non plus exactement la même toison. Alors, on est en présence d'animaux qui s'appelaient, il n'y a pas encore trop longtemps, moutons des Pyrénées centrales et qui ont redonné naissance à des races constitutives qui avaient fusionné, la plus importante étant, on l'a sous les yeux, la race tarasconnaise, tirant son nom de la ville de Tarascon sur Ariège. Alors, en principe, les brebis, où il n'y a pas beaucoup de brebis qui sont armées, donc possédant des cornes. Alors voici un autre cliché, et le couvre-chef du berger n'est pas le même, mais on est bien quand même dans la partie est des Pyrénées. Les animaux ne sont pas conformés tout à fait de la même manière. Alors je pense que là, on serait plutôt en Ariège, où il existe une autre race de moutons qui s'appelle la race d'Or et de Campan. C'est une race qui avait été mérinisée lors du passage, notamment, alors ceux qui connaissent l'histoire du mérinos, lors du passage des animaux que Gilbert s'était chargé de ramener d'Espagne en France à la suite du traité de Bâle, parce que ça se faisait lentement et il a pu y avoir pas mal d'accouplements. Alors, ce n'est pas vraiment une toison mérinos, mais les animaux, d'un autre côté, qui sont incontestablement de la partie est des Pyrénées, ne sont pas totalement conformes à ceux qu'on a vus sur le tableau précédent. D'où, alors évidemment, ça mériterait d'être approfondi, d'où la question que le tableau de Rosa Bonheur permet de se poser. Rosa Bonheur a peint relativement peu de chèvres. Elle s'est intéressée à quasiment toutes les espèces, mais il y en a qui ont été peu représentées. Notamment, je connais une peinture de chat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais... Alors, la chèvre, voici, donc on ne mettra pas d'étiquette de race là-dessus. C'est une occasion de rappeler qu'au XIXe siècle, en France, la chèvre était un animal quand même méprisé, un peu comme l'âne, hein, et la plupart d'entre elles étaient à poil long, alors qu'aujourd'hui, la chèvre est plutôt connue comme étant un animal à poil court ou même ras. Alors cela dit, il existe encore aujourd'hui des chèvres à poil long ou semi-long. Alors je ne mets pas d'étiquette de race. Alors la chèvre, animal méprisé au 19e, elle s'est rattrapée depuis une vingtaine d'années parce que des races de chèvres ont vu le jour depuis 20 ans et sont officiellement reconnues par le ministère de l'Agriculture. Alors voici par exemple une photo de la chèvre commune de l'Ouest qui s'appelle chèvre des Fossés, et qui se porte plutôt bien, mais pas dans un contexte de production laitière, même si certains éleveurs la traient, hein, bien entendu. Alors donc le seul tableau de Rosa Bonheur illustre un petit peu, des chèvres, il y en avait partout, à quoi ressemblaient les chèvres du pays à son époque. Alors on passe aux chevaux et aux ânes. Alors là, je vais y aller avec... une extrême prudence, oui, parce que je ne vois pas l'image comme vous la voyez, vous. Alors c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Je vous disais tout à l'heure que l'anglomanie s'était concrétisée dès le départ par l'introduction en France, enfin, il y en avait du pur sang anglais, la création du Jockey Club, et puis
il faut bien comprendre que vers les années 1820, le seul moyen d'améliorer la population chevaline française, c'était de faire du croisement avec le pur sang anglais, y compris pour améliorer les chevaux agricoles. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de croisements de ce type qui aient été faits, mais il fallait absolument aller dans cette direction. Alors, le pur sang anglais a été, bon, je ne parle pas aujourd'hui évidemment, une race très importante au XIXe siècle. Alors tout ça pour vous dire que Rosa Bonheur ne s'y est pratiquement pas intéressée. Alors je me garderai bien de vous dire, il y a des spécialistes dans la salle, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis généraliste, hein, moi c'est clair. Je me garderai bien de vous dire que cet animal représente un pur sang anglais. C'est en tout cas, dans ce que j'ai vu chez Rosa Bonheur, ce qui s'en éloigne le moins. C'est-à-dire un animal quand même assez allongé. Alors il manque de taille, au moins sur ce que vous voyez. Par contre, alors l'image que je vois, moi, il est au contraire très enlevé. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Alors le pur sang anglais est quand même à l'origine par croisement d'une quantité très importante de demi-sang. Alors, on a les demi-sangs les plus connus, c'était bien sûr, ils étaient présents en Normandie, avec l'anglo-normand de l'époque. Il y a eu également un demi-sang en Vendée, un autre très connu dans la Dombe, il y en a eu en Charolais, il y en a eu bien d'autres. Et vous savez que tous ces animaux ont fusionné pour donner aujourd'hui le cheval de selle français. Alors, voici un dessin de Rosa Bonheur qui a été récemment restauré et qui est présent, je crois, à Fontainebleau. Alors, je ne parle pas du cheval très clair, c'est volontairement que je ne dis pas blanc, qui est au premier plan, mais les autres chevaux, ça vous illustre un petit peu cette quantité très importante de demi-sang qu'on doit notamment au croisement avec le pur sang anglais. Alors, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être des idées sur le cheval du premier plan. Je pense qu'Eliane Foulquier, la présidente des Amis de Rosa Bonheur, sera très heureuse de connaître votre opinion là-dessus. En tout cas, je ne le mélange pas avec les autres. Voilà. Alors, voici une toile magnifique, très connue, qui s'appelle tout simplement Le Combat et qui illustre une sorte de conte de fées pour chevaux. Alors, il y en a dans la salle qui connaissent l'histoire, mais il y en a qui ne la connaissent pas, alors je ne peux pas ne pas la rapporter brièvement. Le cheval B de gauche est un cheval arabe qui avait été offert au roi Louis XV. Et pour des français, hein, bien sûr. Et pour des raisons qu'on ignore, ce cheval n'a pas plu à la cour de Versailles. Et il s'est retrouvé entre les mains du propriétaire d'un haras anglais, Lord Godolphin, qui a emmené cet animal donc dans son haras en Angleterre. Et il en a fait un cheval boute-en-train ou souffleur. Donc, vous savez tous, donc le cheval qui est chargé de repérer le moment où la jument va accepter le mâle. Alors évidemment, c'est une fonction qui n'est pas très gratifiante pour les étalons qui se livrent à cette fonction. Et alors l'histoire est la suivante. Vous voyez au fond du tableau un animal très clair, disons blanc, c'est la jument qui doit être saillie pour, en principe, avec l'étalon clair, enfin gris qu'on a au premier plan. Alors il se trouve que le cheval arabe avait fait son travail, la jument était prête, et puis il n'a pas voulu en entendre parler. Il a réussi à se libérer et il a bondi sur l'étalon qui était promis à la jument. Et il y a eu un combat. Le combat, il l'a remporté et il est allé aussitôt saillir la jument. Alors la suite, c'est qu'il en est sorti un produit extraordinaire. Alors le cheval a été baptisé Godolphin Arabian, hein, il a récupéré le nom du propriétaire, et puis il est devenu l'une des têtes de lignée à l'origine du pur sang anglais, puisque les trois lignées sont Godolphin Arabian, Darley Arabian et voilà le troisième, Darley Arabian.
Ben, je ne sais plus. Excusez-moi, la mémoire des noms, maintenant, ça n'a pas grande importance. En tout cas, c'est des choses qu'on enseignait, notamment à l'école d'Alfort, enfin, le professeur Terret. Moi, je parlais quand même pas de ça, sauf pour raconter l'histoire. Et il fallait raconter ça aux examens. Hein. Bon, c'est un peu... Bon. Voilà donc la belle histoire, le beau conte de fées qui a fourni à Bayer-les-Turcs, le nom est revenu, toujours avec décalage. Voilà, Darley Arabian, Godolphin Arabian et Bayer-les-Turcs. Alors le pur sang anglais, soit dit en passant, dérive très largement du pur sang arabe. Hein. C'est par sélection qu'on a fait évoluer le type. Alors une toile magnifique. Alors, c'était un moyen aussi de parler d'histoire. Si Rosa Bonheur n'a pas attaché grande importance au pur sang anglais, ce qui n'était pas le cas d'un peintre, comme je ne sais jamais son prénom, de Dreux. Je ne sais jamais si c'est Albert ou Alfred de Dreux, qui lui n'a représenté que des pur sang anglais pratiquement. Alors, je pense que Rosa Bonheur a été fascinée par le type cheval arabe. Alors voici une toile célèbre, le dépiquage des blés en Camargue. Bon, Camargue, on pense tout de suite à cheval Camargue. Ben, on se dit que les animaux sont quand même particulièrement élégants, fins et tout ce qu'on veut pour représenter des chevaux de Camargue. Bon, je sais bien qu'au Salon de l'Agriculture, on voit des très beaux chevaux de Camargue. On en a vu des beaux aussi au mois de septembre au voyage de la Société d'ethnozootechnie. Alors voici une photo représentant des chevaux de Camargue plutôt communs. Je sais bien qu'on est à la sortie de l'hiver, ils ne sont pas au mieux de leur forme. Mais enfin, la qualité première du cheval Camargue, c'est bien la rusticité et le type. Donc, les chevaux qu'a représenté Rosa Bonheur pour le dépiquage, c'est des animaux qui sont quand même du type un peu du type pur sang arabe, même si ce n'est pas tout à fait ça qui est représenté. Voici sa dernière toile qui est présente dans son atelier. Elle n'a pas été terminée. Elle représente toujours le même type de chevaux. C'est vraiment ça qui l'a fasciné. Alors, elle a peint bien d'autres chevaux. Alors, je ne vais pas m'occuper de faire le moindre commentaire sur l'un quelconque, sauf pour vous dire qu'en bas à gauche, il s'agit d'une jument qui lui a appartenu. Rosa Bonheur était, on le sait, entourée d'animaux. Chez elle, elle a eu jusqu'à 200 animaux dans son château de By d'espèces différentes, y compris des animaux sauvages. Alors voici une toile très célèbre représentant Buffalo-Ville. Rosa Bonheur est restée assez longtemps lorsque Buffalo-Bill est venu pour un spectacle. C'est là qu'on a découvert à Paris. Il s'est déplacé après aussi les Indiens et puis des animaux, des bisons sont arrivés. Et Rosa Bonheur a eu un contact avec Buffalo Bill et il l'a peint. Alors il semble que cette peinture de Rosa Bonheur soit à l'origine de la manière dont par la suite on a régulièrement représenté Buffalo Bill. Alors là aussi une histoire, parce que Buffalo Bill a emmené cette peinture chez lui, le ranch a brûlé, et à ce moment-là, le seul ordre qu'il a donné aux personnes qui essayaient d'éteindre l'incendie, c'était « sauver le Rosa Bonheur ». C'était le seul ordre. Alors, il a été sauvé, et le voilà. Alors, avec un cheval moucheté de type un peu à Palouse. Alors voici, ça aussi, elle l'a fait lors du séjour de Buffalo Bill en région parisienne. Alors avec cette fois des Indiens qui ont été représentés dessus. Il y a eu un livre qui a été publié l'an dernier sur les Rosa Bonheur et les Indiens. Je pense, c'est peut-être pas le titre exact, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors, une panachure blanche qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était... je ne dis pas inconnu, mais très rare en Europe à l'époque, parce qu'on n'était quand même pas très intéressé par les chevaux pie, les chevaux panachés de blanc en Europe. Par contre, ils étaient partis de l'autre côté de l'Atlantique. Alors voici une panachure que la nomenclature officielle des robes qualifie de overall. Bon, c'est une panachure de type dépigmentation latérale. Alors, elle est connue aujourd'hui, et voici une photo d'un cheval overall, avec une particularité, il ne faut pas marier deux chevaux overall ensemble parce qu'à grande échelle, on obtient un quart d'animaux tout blancs
qui sont frappés. C'est un cas de létalité. Les animaux finissent par mourir à cause d'une absence de péristaltisme intestinal, ce qui est assez étonnant. Donc il faut toujours que les animaux overall soient mariés avec un animal d'un autre type. Voilà, donc Rosa Bonheur en avait vu. Alors là, on passe au percheron ou à un type percheron. Rosa Bonheur s'est beaucoup intéressée au percheron. Elle a tissé des liens avec la société hippique Percheronne, créée en 1884. Et elle a même... alors évidemment, c'est un percheron là qui n'est pas un percheron de boucherie. C'est un percheron de type attelage, qui était la fonction, bien sûr, première. Hein. Puis alors, vous connaissez l'histoire. On a estimé que le seul moyen pour les races lourdes en France de les sauvegarder, c'était d'en faire des chevaux de boucherie, ce qui est une impasse. On a fait marche arrière. Mais la question de leur sauvegarde n'est pas résolue, sauf que si on veut garder les chevaux lourds, il faut manger de la viande de cheval. Bon, message passé. Chacun en fait ce qu'il veut, mais Jean-Pierre Digard aurait tenu des propos encore plus fermes s'il s'était exprimé à ma place. Alors voici un percheron que j'ai photographié en 1975 au Royal Show, à l'époque où il existait encore. Alors c'est un percheron de type attelage, effectivement, qu'on est allé rechercher aussi aux États-Unis, parce qu'il y a une toile, alors on va voir à propos, voilà, c'est là que je vais en parler. Il y a une toile très célèbre de Rosa Bonheur qu'on verra tout à l'heure, dans la dernière partie, qui représente le marché aux chevaux. Et c'est le marché aux chevaux de Rosa Bonheur qui aurait impressionné les Américains et lancé la mode du percheron aux États-Unis. Et Rosa Bonheur a peint le cheval Voltaire, qui a été le premier percheron champion du premier concours de percheron. Et ce cheval Voltaire est parti aux États-Unis. Hein, c'est marqué étalon percheron importé. Et on est allé retrouver, il y a quelques dizaines d'années, du percheron américain qui était resté conforme un peu à l'ancien type. En tout cas, entre Rosa Bonheur et le percheron, il y a eu beaucoup d'intérêts communs. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à avancer, qu'on doit être plutôt en Bretagne et qu'il s'agit d'un animal qu'on qualifiait de postier breton. Qu'on qualifiait parce qu'aujourd'hui, on fait une différence précise entre le postier et le trait breton, mais j'ai découvert un peu en lisant des choses qu'au XIXe siècle, dès qu'il y avait un cheval breton qui était beau, on le qualifiait d'autorité de postier. C'est-à-dire on ne faisait pas vraiment la différence entre les deux, différence de taille, etc. En tout cas, Rosa Bonheur est allée en Bretagne et à coup sûr, et elle a représenté le cheval breton de l'époque, bon, dont l'histoire est un peu complexe. Il y a eu quand même pas mal d'influences externes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, il faut que je fasse marche arrière ou quoi? Ah non, c'est bon. Alors ça n'est pas une race, c'est une particularité. Rosa Bonheur a peint un cheval atteint de hirsutisme. Alors le hirsutisme chez le cheval concerne uniquement les crins et non pas les poils du pelage. Alors bien entendu, il était également hirsute à l'extrémité des membres, c'est-à-dire il possédait des fanons extrêmement importants, mais qui ont été enlevés parce qu'ils n'étaient pas compatibles avec un comportement normal, donc un intérêt au passage. Voilà l'une des rares toiles qui représente des ânes, et ce sont des ânes des Pyrénées. Bon, l'âne pyrénéen, l'âne catalan, côté espagnol, c'est la même population, et c'est évidemment un petit peu des déplacements en fraude là, qui sont effectués. Mais il n'y a pas de... Alors on parle souvent de muletiers, mais il n'y a pas de mulet là-dedans. Hein. Ce sont des ânes uniquement. La basse-cour. Rosa Bonheur a relativement peu peint d'animaux de la basse-cour. Cela dit, il y a quand même une toile qui est particulièrement intéressante, c'est celle-ci.
C'est une toile qui est très connue, qui est une toile de jeunesse. Elle l'a peint, elle avait 19 ans, et c'est la première toile qu'elle a présentée donc à l'exposition officielle des Beaux-Arts. Eh bien, je répète depuis que je fais ce genre de conférence, parce que bon, je ne vous ai pas raconté mon parcours sur Rosa Bonheur, mais à la suite de l'exposition de Bordeaux, je suis intervenu pas loin d'une quinzaine de fois pour faire des commentaires comme ceux d'aujourd'hui. Mais le diaporama a été revu. Je suis convaincu, et il y a une autre personne qui s'est convaincue également, que le mouton au premier plan, où vous voyez des fentes un petit peu dans le pelage, excusez-moi, oui. Bon. Oui, il y a des races de lapins qui s'appellent les béliers. On s'excuse comme on peut, là, mais enfin, bon. Voilà. Très bien. Alors, en fait, c'est un lapin rex. Alors, la mutation rex est une mutation particulière. Il y a 2 mutations rex, en fait, mais la particularité, quand on caresse un lapin rex à rebrousse-poil, les poils gardent pendant un certain temps la nouvelle direction qu'on a imprimée, au lieu de revenir à la normale tout de suite. Alors l'histoire officielle du Rex, c'est que la mutation serait apparue dans les années 1920 chez un ecclésiastique en Normandie. Et puis il y a eu l'histoire du Rex après. Eh ben moi, je suis convaincu que la mutation existait bien avant et que Rosa Bonheur en a peint un. Pour l'instant, le message n'est pas encore passé. Il faut dire que j'ai dit également des choses écrites sur le labourage nivernais, mais c'est pas repris encore par les gens qui écrivent. Et voilà, quelquefois, on m'emprunte ce que j'ai dit, mais on me cite pas. Enfin, c'est autre chose. Mais enfin, les universitaires connaissent le problème. Hein. Ça, c'est classique. Alors voilà, donc un intérêt, parce que là, alors il y a quelqu'un d'autre, je vous le disais tout à l'heure, qui lors d'une projection, avant que je ne m'exprime, m'a dit « ça c'est des Rex ». Ah bah je lui ai dit « félicitations, on est d'accord ». Pas au second plan, hein, je parle de l'animal du premier plan. Alors voici une photo d'un lapin Rex. Alors les poules, elle en a très peu représenté. Donc on va passer, parce que le temps passe. Les chiens, je n'ai pas mis beaucoup de chiens, parce qu'il y a j'ai fait un exposé, un commentaire de diapo pour le compte de la Société Centrale Canine qui doit être placé sur le site de la Centrale Canine. Alors, vous pourrez éventuellement, mais pour l'instant, il n'y est toujours pas. En tout cas, ça a été fait. Alors, voici une diapo qui m'intéresse beaucoup. J'appelle ça berger francilien. C'est des animaux que Rosa Bonheur a vus du côté de Fontainebleau, du côté de By. La race francilienne n'existe pas parce qu'elle a donné naissance à 2 races qui sont, elles, très connues, qui sont d'une part le briard et le beauceron, qui se sont séparés d'après la texture du pelage. Alors voici un dessin emprunté à un livre d'Eugène Gaillot, qui représente, alors beauceron n'apparaît pas, c'est chienne de brie, mais on a bien au second plan le beauceron et puis au premier plan le briard, avec un pelage pas trop long, tel qu'il aurait toujours dû rester. Alors la souche primitive, c'est effectivement ces animaux du sud de l'Île-de-France que Rosa Bonheur a bien côtoyé. Alors Barbaro, chien griffon vendéen, qui lui a appartenu et avec lequel elle a chassé. Rosa Bonheur est présentée comme étant une, alors comment il faut dire, une défenseuse des animaux, une amie des animaux sûrement, mais mettant en avance, mais ça n'empêchait pas de chasser et d'avoir le sens des équilibres naturels, hein, on dira ça comme ça, sans parler d'écologie, et le fait de chasser n'empêche absolument pas d'aimer les animaux. Maintenant, je ne suis pas chasseur, moi, mais j'ai rien contre la chasse, vous l'avez compris. Hein. Voilà, alors le griffon vendéen, un peu timide, là, a la particularité d'avoir un pelage relativement court, alors qu'il a évolué depuis. Voici une photo d'un... Alors, ce n'est pas le grand griffon vendéen, c'est le briquet. Alors, le poil, mais il y a beaucoup de races où le poil a eu tendance à s'allonger. Alors, voici des têtes superbes de chiens courants français.
Alors, je pourrais vous faire une conférence sur la tête anglaise et la tête française, mais ça n'est pas notre propos. En tout cas, là, on a des têtes bien françaises, avec des oreilles attachées bas, très longues, etc. Et regardez le regard des animaux, le chien de droite et le chien qui est en haut. Ça, c'est les qualités artistiques de Rosa Bonheur. Les animaux qu'elle représente sont vivants. Alors c'est pour ça, et quand elle travaille même à partir de photos, c'est pas le même rendu que... Alors voici une race qu'on appelait à l'époque Grand Danois, qui est devenue Dog allemand, qui résulte d'une longue période de croisement entre des lévriers et des animaux de type bulldog, bon, qui est connu sous le nom de Dog allemand aujourd'hui. Vous voyez, c'est à l'époque où on pouvait encore opérer les oreilles. Voici un tableau de Rosa Bonheur âgée. Je crois que le tableau date de l'année où elle est décédée, mais oui, 1899. Et le tableau est l'œuvre de sa deuxième compagne, Anna Klumke. Par contre, c'est Rosa Bonheur qui a peint le chien, qui était un York de l'époque, c'est-à-dire un York quand même plus grand que la manière dont on les représente, dont on les recherche aujourd'hui, et qui était un excellent râtier, bien sûr. Bon, scène de la vie rurale. On arrive au tableau qui représente plusieurs races. Alors voici un tableau qui s'appelle officiellement race des Pyrénées ou bétail des... pardon, excusez-moi, bétail auvergnat. C'est comme ça qu'il a été étiqueté. Alors en fait, de bétail auvergnat, ben, vous avez la vache couchée à droite qui est authentiquement de race salaire et c'est la seule. C'est-à-dire, c'est donc un tableau de composition. Le taureau qui est au milieu est un gascon des montagnes. La vache qui est au premier plan avec son veau pourrait être une vache casta, c'est-à-dire l'ancienne auroise, alors qu'il y a un veau, évidemment, qui évoque le salaire. Il y a eu un croisement. Alors, quant aux animaux fauves et blancs, ou froment et blancs, si vous voulez, qu'on voit au fond, ben, c'est des animaux qui rappellent plus des animaux de l'ouest du Massif central. On est plus dans le Limousin ou autre. Ben, vous voyez, intitulé officiel, bétail d'Auvergne. Alors, il faudrait revoir à la limite l'intitulé de toutes les toiles de Rosa Bonheur. Et ça serait possible, hein, parce qu'il y a d'autres erreurs aussi. Alors, le fameux labourage nivernais. Bon, on va aller vite. Il y a 3 types génétiques ou races différentes là-dessus. La plus connue, c'est évidemment celle-ci. Il s'agit de la race du Morvan, la race Morvandel qui a disparu dans les années 1920. C'était une race très rustique et la diagnose est absolument certaine parce qu'on a des descriptions précises de la race du Morvan dans la littérature du XIXe siècle. Et alors, il y a eu une confusion qui a été faite avec la Ferrandaise, mais la panachure de la Morvandel n'est pas la panachure de la Ferrandaise. Et pour retrouver la panachure de la Morvandel, il faut aller la chercher en Autriche ou en Bavière, dans la partie sud-est de la Bavière, du côté de la race de Pinzgau. Voici une vieille race de montagne, la Pinzgau. Si les Morvandiaux voulaient réintroduire dans le cadre du parc des animaux qui donnent l'image de la Morvandel, ils n'ont qu'à aller chercher des Pinzgau. Ça, j'ai transmis le message déjà 2 ou 3 fois depuis 30 ans, mais évidemment, il y a encore des mémoires de fin d'études qui sont confiées sur la Morvandel, on n'en sort pas. Il y a l'idée de la retrouver. Ben non, ben, ils ne la retrouveront pas, hein, de toute façon. Alors voici un tableau plus commun, mais représentant quand même, vous voyez la bande blanche sur le dessus, des animaux morvandiaux, mais avant qu'ils aient été véritablement sélectionnés. Alors, autre race, j'ai avancé l'idée parce qu'on disait couramment qu'il y avait des croisements du Durham charolais dans l'attelage nivernais. En fait, le Durham charolais, il y a 2 raisons pour lesquelles c'était sûrement pas le cas. La première, c'est que le Durham n'était pas du tout réputé pour ses aptitudes au travail, hein. Et puis la deuxième raison, c'est que pour des raisons génétiques, dans les croisements Durham charolais, il y avait souvent du blanc. Ben voilà un animal qui est uniformément coloré. Alors moi, j'y vois des animaux
d'une autre race, d'une grande famille, parce qu'il y avait quand même des mélanges. Il pourrait s'agir de la race Femline, qui a complètement disparu. Il pourrait s'agir également de la race Bressane, qui avait la même robe, hein, donc sillon rhodanien, mais d'abord de la Saône, la vallée de la Saône. Et il subsiste quand même aujourd'hui en France une race, la race Villard de Lans, qui appartient à ce grand ensemble de bétail fauve de la vallée de la Saône et de la vallée du Rhône, qui lui était typiquement français. Alors Femline, bon voilà, alors voilà, je suis le seul pour l'instant à avoir avancé cette hypothèse. Là, ce n'est pas la race qui va nous intéresser, c'est plutôt la scène rurale, fabrication du charbon de bois. Donc vous voyez, on est en Morvan, c'est un attelage de charolais. Et Fanica m'a fait remarquer également là, que les frontiaux étaient en paille au lieu d'être en cuir pour protéger les animaux des blessures qui peuvent être occasionnées par le joug de corne. Alors le marché aux chevaux, bon, très bien connu, on va le voir tout à l'heure. Léa Rebsamen, que j'avais un petit peu aidé, mais pas pour cette toile en particulier, s'est passionnée pour le marché aux chevaux et dans sa thèse de doctorat vétérinaire, je crois qu'elle a écrit 15 pages. Moi, je me limite, je prends pas beaucoup de risques, je me limite à deux choses. Je dis bien sûr qu'incontestablement, il y a des percherons. Peut-être que l'animal noir est aussi de type percheron. Vous vous souvenez du trait du Maine et puis le cheval nivernais aussi. Alors, on peut éventuellement avancer que l'animal à gauche se rapprocherait de ce qu'on appelle aujourd'hui le trait du Nord, enfin chevaux belges, etc. Peut-être aussi qu'entre le cheval noir et celui-ci, il y a un animal plus léger qui pourrait se rapprocher d'un type cob, mais j'irai pas plus loin. En tout cas, c'est la fameuse toile sur laquelle je ne dirai pas plus de choses, hein, qui est vraiment la plus connue de Rosa Bonheur et qui est à l'origine de la mode du percheron aux États-Unis. Et c'est une toile qui fait 5 mètres de long sur 2,50 mètres de haut. Je crois qu'on la voit à l'exposition. On ne verra pas la grande. Et qui était à Bordeaux, par contre, en 97. Oui. Oui. Voilà, on va reprendre le fil de l'exposé. Il n'y en a plus pour très longtemps. Là, nous sommes en Bretagne avec une toile très intéressante qui s'appelle Le Chemin Creux. Alors, vous avez sur cette toile les fameux moutons des Landes de Bretagne dont on a parlé. Vous avez peut-être une vache bretonne pie-noire, mais on ne voit pas si elle a du blanc au milieu. Vous avez sur la gauche une vache normande. De toute façon, il y avait des introductions de longue date de vaches normandes en Bretagne. Et puis, vous avez des animaux pie-rouges qui ont été qualifiés de vaches armoricaines. Alors, il est tout à fait possible, à l'époque, qu'il y ait déjà eu des croisements avec le Durham ayant donné la race armoricaine, mais il y avait également en Bretagne des bretonnes pie-rouges, spécialement dans la région de Carhaix. Et il n'est pas tout à fait impossible que ce soit dans cette région que Rosa Bonheur ait particulièrement travaillé. En tout cas, une toile très, très intéressante. Alors voici le retour du marché, ou en route pour le marché, pardon, qui représente la même chose. Vous trouvez des moutons des deux couleurs, blanc, noir, et puis également du bétail incontestablement breton, mais rouge ou pie-rouge. Donc elle ne devait pas se trouver dans une zone où les vaches bretonnes étaient majoritairement pie-noires. Mais on va quand même en voir une sur une autre toile, là. Ah ben c'est justement celle-ci. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'intitulé des toiles de Rosa Bonheur. Eh bien, cette toile est appelée officiellement Paysan des Pyrénées. Bon, ce qui est complètement absurde. Mais, alors, comment ça s'est fait? Je n'en sais rien. Alors, vous voyez incontestablement des paysans bretons. Vous voyez au second plan sur la droite, incontestablement, une vache bretonne pie-noire. Vous avez des vaches bretonnes pie-noires sur la gauche. Alors, le cheval au premier plan, bon,
qui n'a pas le développement... Enfin, peut-être pourrait-on, à la rigueur, parler de postier, mais il y a des chevaux... Peut-être, hein, je suis prudent. Mais il y a des chevaux qui, incontestablement, posent problème. Ce sont les chevaux qui sont en second plan. Parce que, nul doute que ça ne peut pas être disons une toile de composition, là. Rosa Bonheur a peint ce qu'elle a vu. Alors, je ne sais pas quoi mettre sur les chevaux clairs. Manifestement, ce ne sont pas des postiers bretons. Alors, il m'est revenu qu'il a existé en Bretagne une certaine race de corlets. On a même parlé du trotteur de corlets qui était utilisé donc pour la course. Hein, c'était autre chose. Alors, peut-être. Alors, moi, je ne vais pas au-delà. Ça pourrait faire l'objet d'études. En tout cas, voilà encore une question qu'une toile de Rosa Bonheur permet de se poser. Oui. Oui, mais alors sans micro, on ne vous entend pas, si vous voulez. Et comment je peux faire marche arrière? Excusez-moi. Je ne peux pas faire marche arrière, là, même si. Ah oui, alors là, ça va être compliqué, là. Ah oui, d'accord. Avec la main gauche, c'est pas trop bien, on va y arriver, quoi. Merci. Merci. Oui, visiblement, les chevaux du deuxième plan sont toilettés, comme s'ils allaient participer à un concours. Est-ce que ce n'est pas des chevaux de passage, par hasard? Peut-être. C'est une idée qui m'est... Ah ben, c'est tout à fait possible. Ça, je ne peux pas affirmer que c'est des chevaux bretons. Hein. Ça, j'ai évoqué le trotteur de Corlay. Ils sont toilettés avec les... ils sont toilettés, préparés avec les pailles, etc., dans la crinière. Et ça fait penser peut-être à des chevaux de... Oui, mais... Chevaux de passage, peut-être. Oui. Merci beaucoup pour cette remarque. Ah non, il a la robe du percheron, mais ce n'est pas le type percheron. Oui. C'est un gris pommelé, mais ça, c'était... Oui, mais merci. Hein. Voilà, donc on va... Alors ça, c'est une toile également très intéressante. Je la montre surtout à cause du cheval qui est au premier plan. Simplement pour dire que c'est un... On est en Bretagne, hein, bien sûr. C'est un bidet breton. Alors, on a retenu l'expression bidet breton, mais c'était pour dire que des bidets, en fait, chevaux de petite taille, il y en avait dans toutes les régions et qu'on aurait pu très bien en France faire des poneys, enfin des poneys au sens assez petits, comme ça a été fait par les Anglais qui nous sont revenus après. Alors, par ailleurs, sur la gauche, vous avez du griffon vendéen et du fauve de Bretagne et des croisements en matière de chiens. Bon, les chevaux au second plan, c'est autre chose. Alors voici une toile très, très intéressante qui représente, qui sont en forêt de Fontainebleau. Alors je cite mon ami Olivier Fanica, là, qui co-signe cette présentation, il était de tradition d'acheter dans cette région, à la Sainte-Catherine, des vaches prêtes à véler, qui étaient récupérés pour encore une lactation et qui, à l'issue de cette lactation, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient et qui en faisaient une deuxième, étaient engraissés. Alors c'est donc un troupeau très diversifié du point de vue couleur de la robe que Rosa Bonheur a pu observer en tant que voisine en forêt de Fontainebleau. Alors il y a une majorité de Normandes, c'est-à-dire on voit bien d'autres choses, parce que la robe au premier plan, qui d'ailleurs n'est pas une vache, c'est un authentique taureau, alors donc il faut voir aussi, hein. C'est une robe fauve charbonnée, la robe sauvage, et puis derrière lui vous avez une belle tête de Schwytz ou brune des Alpes. Donc c'était des animaux qui étaient récupérés et qui étaient donc entretenus par des laitiers et qui devenaient éventuellement nourrisseurs après. J'ai pas cliqué au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Il faut que je clique sur « J'ai compris ». Oui, excusez-moi. Quand on sait tout, on fait des miracles, mais ce n'est pas mon cas, parce que je ne suis pas très à l'aise avec...
Alors voilà quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Bon, la hollandaise n'était quand même pas très présente en France au XIXe siècle. Elle était présente quand même autour des grandes villes, hein. C'est à partir de ça qu'elle est repartie plus tard. Et bien voici, Rosa Bonheur ne l'a pas inventé, elle a représenté un taureau hollandais batté, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et on n'associe pas quand même la race hollandaise au bas. Mais enfin, c'est une curiosité intéressante. Alors, on en arrive à la fin de Luxembourg Abbey. Alors, j'ai deux images qui représentent l'atelier de l'un des ateliers de Rosa Bonheur à l'époque où elle n'était pas très loin du Luxembourg. Et vous voyez qu'elle était entourée d'animaux. Alors, entourée d'animaux naturalisés et puis d'animaux véritables. Et Abbey, je crois que j'ai prononcé le nom tout à l'heure, on a parlé de 200, elle était vraiment entourée d'animaux. Et voici la photo reprise d'une carte postale antérieure au changement de propriétaire à Abbey, la photo de son atelier au château de By. Mais enfin, l'atelier n'a certainement pas beaucoup changé aujourd'hui. Et il peut se visiter, hein, l'actuel propriétaire du château, qui fait vraiment beaucoup de communication, évidemment, souhaite avoir le maximum de visiteurs. Et on peut même dormir dans la chambre de Rosa Bonheur, qui a été transformée en chambre d'hôte. Enfin, c'est un autre... Alors, j'en arrive à la fin de la communication, mais on va, parce que vous allez voir apparaître, merci de votre attention, mais comme on est entre nous maintenant, je continue, j'ai ajouté un très court bonus. Alors voilà, apparaît le merci de votre attention, mais j'enchaîne immédiatement avec un court bonus. Il y a quelques années, avant qu'on en parle, j'ai recherché la tombe de Rosa Bonheur au Père-Lachaise. Alors je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient dû poser la question, parce que quand je suis allé au renseignement, où est-elle? On m'a regardé avec des yeux comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes qui demandent où est la tombe. Alors voilà, on fait apparaître sa qualité d'officier de la Légion d'honneur, hein, et l'impératrice Eugénie était venue en personne chez elle pour lui remettre cette croix. Et vous voyez en bas à gauche le nom de Anna Klumke, c'est-à-dire ces deux compagnes, donc Nathalie Mikas et Anna Klumke, sont avec elle dans la tombe de la famille Mikas, ou Mika, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est de ce dont on a parlé. Alors ça, c'est une photo que je tiens de Pierre Del Porto. Il ne la voit pas, mais enfin, comme il a déjà eu l'occasion de voir le diaporama, il est au courant. C'est lui qui nous a envoyé. The Ringling Museum en Floride. C'est un musée privé qui a appartenu à quelqu'un qui a à voir ou qui avait des connaissances avec la famille Barnum. Alors, toujours est-il que l'intérêt, c'est que, en faisant la visite, il a trouvé dans ce musée privé un labourage nivernais. Et il a fait un montage qu'on voit maintenant avec lui pour reconnaître la taille du tableau. Et il a même un autre montage pour montrer quelques différences. Donc il y a eu plusieurs variantes, quelques différentes entre les deux. Alors celui qui est en haut doit être celui qui est présent à Orsay. Alors vous voyez qu'il y a des différences dans le ciel, hein, essentiellement. Mais enfin, autrement, c'est quand même une copie, mais le paysage n'est pas tout à fait le même non plus. C'est quand même une copie, même si elle n'est pas tout à fait conforme. Voilà. Alors, je termine là-dessus pour dire que je n'ai évidemment absolument pas parlé de superbes toiles représentant des animaux sauvages, pour la simple raison que je ne vois pas ce que j'aurais pu proposer comme commentaire scientifique sur des toiles d'animaux sauvages où il n'y a pas la diversité que nous avons eu l'occasion d'observer sur Rosa Bonheur. Alors cette fois, je vous remercie pour votre attention. Voilà.